بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ayo Beno, Mautero, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme vous pouvez le voir, à Azé, Inch'Allah, on va faire une petite formation sur tout ce que dira les gestes d'urgence. Alors, avant de commencer, on va commencer par ce que dit l'Islam concernant les gestes d'urgence. Donc, selon plusieurs hadiths et riwayat, il est rapporté que des femmes seront parmi les ashab de notre deuxième imam alayhi salam et elles auront comme mission de soigner les blessés et assister les malades. Il en était également de même lors de l'époque de notre saint prophète alayhi salam. Également dans le Saint Coran, dans la sourate Maïda, il est rapporté dans le verset 32 que quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les ans. Donc à travers ces hadiths, à travers ces ayats, nous pouvons voir combien l'islam accorde de l'importance déjà sur le prendre soin de l'autrui, mais également dans le concept de sauver la vie ou encore apporter de l'aide à autrui. Donc, je vais vous présenter, faire une brève présentation concernant moi. En fait, moi, du coup, je m'appelle Ali, je suis infirmier diplômé d'État français. J'ai fait mon parcours professionnel et mon parcours étudiant à l'île de la Réunion. J'ai fait plusieurs stages, notamment en service de cardiologie, pneumologie. J'ai fait également un stage dans le milieu psychiatrique, également dans le milieu pénitentiaire, dans la grande prison de l'île de la Réunion. Et moi, je me suis plutôt focalisé sur tout ce qui dit soins d'urgence et réanimation. Donc, ma plus grosse, on va dire mon plus gros bagage en termes de soins, ça se situe du coup au niveau de la réanimation polyvalente adulte. J'ai fait face à la première vague Covid de l'île de la Réunion. Et également, quand j'étais en stage aux urgences, c'était aussi pendant la période Covid, donc tout ce qui dit gestion de Covid, et j'ai eu, alhamdoulilah, l'occasion de faire plusieurs interventions SMUR, c'est-à-dire que tout ce qui disait arrêt cardiaque, j'ai fait également 2 accouchements, assisté à 2 accouchements lors des interventions, et maintes soins que j'ai pu réaliser, alhamdoulilah, qui m'ont permis aujourd'hui de faire cette présentation devant vous. Alors, juste un petit point, je vous donne mon avis. Pourquoi j'insiste un peu sur tout ce qui dit soins d'urgence, surtout ici à Madagascar. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ici à Madagascar, on est très limité. Et ça, la période Covid nous a montré combien on était handicapés. Avant Covid, quand on n'allait pas bien, en fait, ce qu'on faisait, on partait à l'étranger. On allait à l'étranger, on se soignait là-bas, on revenait. Malheureusement, avec la période Covid, qu'est-ce qui s'est passé? On était bloqué à Madagascar. Et on a connu cette frustration d'où on ne sait pas où se diriger lorsqu'il y a un membre de la famille qui ne va pas bien, mais encore plus lors des situations, des vraies urgences arrêt cardiaque ou détresse respiratoire ou une situation d'urgence, on ne sait pas quoi faire, surtout on ne sait pas vers qui diriger. Et en plus, nous ne savons pas vers qui se diriger, vers les personnes vers qui on se dirige. Des fois on a peur, on a cette confiance, on n'a pas forcément confiance aux médecins ici que par exemple en France. Donc, l'objectif de cet exposé, de cette formation, entre guillemets, c'est d'initier un petit peu aux soins d'urgence afin que si par malheur, dans notre entourage, dans notre proche, s'y arrive une situation d'urgence, on puisse réagir jusqu'à ce qu'un médecin puisse venir. Donc, on va juste parler de 2 choses très importantes vu qu'on a peu de temps. Habituellement, en fait, c'est un cours qui se fait sur 3 jours et 8 heures par jour. Donc là, au bout de 45 minutes, 50 minutes, on va voir les points importants sur tout ce qui dira gestes d'urgence. On va aborder 2 sujets. Donc, première chose, ça va être tout ce qui dit détresse respiratoire et étouffement, mais également, on va parler de perte de connaissance. Donc, en ce qui concerne étouffement et détresse respiratoire, il peut y avoir plusieurs causes. Alors, un petit peu l'anatomie, comment Allah nous a créé en fait. Du coup, quand on respire, la respiration passe à travers le nez, ça va aller au niveau de la trachée et ça va aller dans les poumons. Et l'échange se fait là au niveau des alvéoles pulmonaires. Et ce qui est très important et qu'on a constaté lors de la période Covid, en fait, c'est que notre position compte énormément dans notre respiration. Parce que c'est une question de gravitation. Par exemple, aujourd'hui, là, je suis debout. Ce qui se passe, c'est que les alvéoles vont se diriger vers le bas et la respiration est favorisée. Par conséquent, quand on est allongé, et la gravitation fera que, lorsque nous sommes allongés, nous avons du mal à respirer. Nous allons expliquer ça un peu plus tard. Mais, entre autres, voilà, ça on appelle cette partie-là la voie qui est aérienne supérieure. Et là, ça va être tout ce qui dit poumon, alvéole pulmonaire. Okay.
Donc il existe plusieurs causes de détresse respiratoire. Okay, on va aborder que deux parmi toutes ces causes-là. La présence d'un obstacle, par exemple on est dans un gymnase et que notre voisin est en train de manger, il avale de travers, les gosses sont calculés, qu'est-ce qu'il faut faire? On va aborder ça, mais on va un peu aussi parler de ce qui dira aussi l'oxygène n'est pas distribué dans l'organisme. Ça, on va un peu aborder l'impact du Covid dans notre organisme. Mais on va passer très brièvement parce que ce n'est pas de l'urgence pure, ça vient graduellement. Donc voilà, soit c'est l'obstacle, soit des réflexes de sécurité sont abolis, c'est-à-dire que quand on est inconscient et qu'on est sur le dos, la gravitation fait que la langue va vers l'arrière. Et par exemple, si on vomit alors qu'on est inconscient, il y a des risques qu'on avale le vomi, etc. Alors, en fait, dans la respiration, nous, on a cette idée qu'il faut se baser sur la saturation. Mais avant la saturation, c'est des signes paracliniques. Dans la respiration, le plus important, c'est la clinique. Et dans la clinique, on peut évaluer 4 choses. Dans ces 4 choses-là, il y a la fréquence, c'est-à-dire, là, je suis devant vous, quand je respire bien, j'ai une fréquence qui se situe entre 12 et 20. Donc, si je respire correctement. Si j'ai du mal à respirer, il y a des façons d'évaluer. Par exemple, je ne pourrais pas terminer mes phrases en un seul souffle. Là, on peut dire que je suis essoufflé. Okay, une personne qui a le Covid et que vous voulez évaluer, c'est une des manières de savoir comment elle termine ses phrases. Par exemple, là, j'ai du mal à terminer. Et directement, on sait que la personne est essoufflée, elle a du mal à respirer. Donc, ça, c'est une manière d'évaluer la respiration. Également, il y a l'amplitude. Le diaphragme se situe à ce niveau-là. Okay, donc, si on tire très fort et que vous voyez que ça monte profondément, là, on peut dire aussi que la personne a du mal à respirer parce qu'elle est en train de lutter. Également, il y a le rythme. Ça va un peu avec l'essoufflement. Comment la personne respire très vite, plus lentement, parce que Allah a fait notre corps de telle manière que quand il y a un manque, on va essayer de compenser. Et quand on va essayer de compenser, à ce moment-là, on va être essoufflé. Et dernière chose, la dyspnée. La dyspnée qui veut dire essoufflement. Donc, c'est ces 4 points-là qui vont nous permettre d'évaluer, dans un premier temps, l'état clinique respiratoire d'un patient. Okay, donc, quand vous voulez voir qu'une personne respire bien, il suffit de voir comment il respire et surtout au niveau de la fréquence respiratoire. Qu'est-ce qui se passe quand on manque d'oxygène? En fait, quand on manque d'oxygène, c'est tout simple. Dans le cerveau, il y a moins d'oxygène, donc les capacités neurologiques vont baisser. Quand les capacités neurologiques vont baisser, qu'est-ce qui se passe? On va perdre connaissance. Et à long terme, ce qui peut se passer à cause de cette hypoxie, qui veut dire manque d'oxygène, le cœur peut s'arrêter. Ça, c'est vraiment dans les complications extrêmes. Donc, c'est quoi les signes en fait qui peuvent nous alerter? Déjà, quand on parle d'étouffement, par exemple, c'est le premier réflexe qu'un patient va avoir, c'est d'avoir les deux mains au niveau du cou. Parce que le blocage, comme ici, instinctuellement, on va mettre les deux mains au niveau du cou, comme vous pouvez voir ici dans une bonne image. Également, l'impossibilité de parler, la bouche reste ouverte, les efforts pour respirer, on sent que l'air ne passe pas. Ça, c'est l'étouffement, je parle de l'étouffement. Absence de tout, et le patient devient cyanosé. En fait, quand quelqu'un s'étouffe, et par manque d'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Quand une partie du corps manque d'oxygène, ça a tendance à devenir cyanosé. Et quand on parle de cyanose, ça veut dire les tissus sont morts et ça devient bleu. Okay, donc, par exemple, quand une personne s'étouffe, quand vous voulez évaluer la gravité, vous voyez les lèvres, comment ils sont. S'ils sont bien oxygénés, ils seront rosés, comme nous normalement. Mais quand on manque vraiment d'oxygène, ça commence à devenir gris, bleu. Okay, donc, quand une personne s'étouffe et qui fait comme ça, et que vous voyez que c'est rosé, c'est que ça vient de commencer. Quand vous voyez que ça devient un peu bleu et que ça devient gris, là, c'est que le temps est pressé pour agir. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a deux choses. Hein. On va distinguer vraiment deux choses. Il y a une détresse respiratoire qui va être l'étouffement. Donc, c'est vraiment un objet qui va déranger au niveau du cou. Et il y a une autre détresse respiratoire, quand on parle de Covid ou autre maladie, qui vient progressivement. Et quand ça vient progressivement, des fois, c'est brutal. Par exemple, une personne qui a le Covid, ça va aller, mais à un moment donné, elle va décompenser. Elle va être essoufflée. Elle va avoir du mal à respirer. Là, cette prise en charge-là, ça c'est pas pour l'étouffement. Celui-là, pour l'étouffement, je vais vous expliquer tout à l'heure. Okay, donc là, quand une personne elle commence à avoir du mal à respirer, première chose qu'il y a à faire, c'est la position. Comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la gravitation, la position elle est très très importante pour prendre en charge un patient qui est en détresse respiratoire. La meilleure position qui puisse exister,
quand la personne est consciente, c'est la position assise, bien assise. Comme ça, les alvéoles pulmonaires sont bien dégagées et on peut bien respirer. Également, quand la personne a des douleurs au niveau du diaphragme, par exemple d'un traumatisme ou autre, c'est toujours par rapport au confort du patient. Là, en l'occurrence, ce qu'on peut faire, c'est de le mettre demi-allongé. Parce que la position qui est bien assise, ça peut comprimer les organes et ça peut rendre douloureux la respiration. Et quand la personne, on voit que la personne respire, mais elle est inconsciente, il y a des manœuvres à respecter. Ça, on va voir dans la deuxième partie. Mais en gros, la manœuvre, c'est d'allonger de cette manière la personne. Et cette manière, ça s'appelle PLS, position latérale de sécurité. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc ça, c'est une première partie constitue une détresse respiratoire qui n'est pas due à un obstacle au niveau de la gorge. C'est toujours la position qui compte, le confort du patient jusqu'à l'arrivée du médecin. Par contre, quand il s'agit de l'étouffement, à ce moment-là, il y a des choses qu'on peut faire pour expulser l'obstacle. Okay. Donc, il y a deux choses. Quand une personne s'étouffe, ça peut être partiel ou total. Là, en fait, c'est vraiment impressionnant comment Allah nous a créé. C'est des mécanismes qui font qu'on va extérioriser ce qui nous bloque. Et à ce moment-là, il ne faut pas taper le dos, il ne faut rien faire parce qu'il y a un risque, si c'est assez gros, il y a un risque qu'en tapant le dos, ça va descendre au niveau de la trachée. Et si ça descend au niveau de la trachée, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, quand c'est partiel, il y a présence de la toux, ça sort, on entend appeler le dress qatar, c'est un brin. C'est-à-dire que l'air, ça peut passer. Et quand l'air peut passer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence, il faut laisser la personne tousser et ne pas taper les os. Okay. Mais lorsqu'on voit que, du coup, voilà, inciter à tousser et ouvrir la bouche, si on voit que ça gêne, on peut retirer. Et du coup, quand on voit que l'obstruction est complète, là, on voit qu'il n'y a pas de toux. Il n'y a pas de toux, le patient est en train de tousser, mais il n'y a pas de toux, il n'y a pas de sang qui sort. Et en fait, quand il n'y a pas de sang qui sort, c'est là que ça devient alarmant. C'est que c'est totalement bouché, parce que si c'est juste un petit peu bouché, l'air peut sortir un peu, il y a de la voix qui sort. Donc, il n'y a vraiment pas de voix, c'est que là, c'est obstruction totale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand la personne devant vous s'étouffe et que c'est une obstruction totale? Il y a une technique qui s'appelle la méthode d'Emlich. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous explique un peu et vous allez voir la vidéo. Ça va vous donner une image concrète de ce qu'il faut faire. Il y a deux choses à faire. Okay. Premièrement, mettre votre main gauche au niveau du sternum, donc ici, au milieu de la poitrine. Okay. Incliner le patient vers l'avant et taper 5 fois sur le dos. Ça, en fait, c'est des mécanismes de la toux qu'on peut inciter chez le patient. Parce que quand on tape, ça va créer une pression contre la toux et ça va permettre d'extérioriser l'obstacle. Donc, la première chose à faire, c'est ça. Mais malgré ça, après les 5 tapes, si vous n'arrivez pas à extérioriser l'obstacle, ce qu'il faut faire, là, du coup, c'est la méthode d'Emlich, c'est de rassembler le poing, être au niveau juste en bas de l'estomac et pousser très fort. Et vous vous mettez derrière du patient comme vous voyez ici et faire la manœuvre. Cette vidéo va vraiment vous expliquer comment il faut réagir. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à porter secours à une victime de plus d'1 an qui s'étouffe. 3 situations sont à envisager. Premier cas, la victime respire encore, mais difficilement. Demandez-lui de tousser et ne faites rien d'autre. Une toux est ce qu'il y a de plus efficace. Tout autre geste peut aggraver la situation. Deuxième cas, la victime ne respire plus, mais a toujours conscience. Soutenez son thorax avec une main et penchez-la en avant. Donnez-lui au maximum 5 tapes dans le dos, entre les 2 omoplates, avec le plat de la main. Si la manœuvre est inefficace, alternez avec une série de 5 compressions abdominales. Mettez un point au creux de l'estomac, juste en dessous du sternum. Placez l'autre main sur la première. Penchez la victime en avant. Tirez franchement vers l'arrière et vers le haut. Alternez ainsi 5 tapes dans le dos avec 5 compressions abdominales
jusqu'à ce que la victime respire normalement. Troisième cas. L'ensemble des manœuvres précédentes est inefficace. La victime perd connaissance et ne respire pas. Alertez ou faites alerter le service d'urgence et débutez une réanimation cardio-pulmonaire en alternant 30 compressions thoraciques avec 2 insufflations. Donc jusqu'à là, on a vu les 2 choses qu'il fallait faire, dont je vous ai expliqué. Là, la troisième chose, nous allons voir dans la deuxième partie, quand on perd la connaissance. Ok? Tu peux passer, mon deuxième? En ce qui concerne les nourrissons, ça aussi c'est très important parce que ça peut être très commun, parce que les enfants, des fois, les bébés, ils ont tendance à traîner partout dans la maison et il y a des risques qu'ils prennent des jouets ou alors qu'ils prennent des gros morceaux de viande et qu'ils mangent en fait. Et ça aussi c'est un risque qui est très important et notamment pour les mamans. C'est très important de savoir cette technique-là, c'est un peu différent des adultes parce que la corpulence n'est pas pareille. Là vous avez 2 images qui peuvent illustrer. Mais la vidéo va beaucoup plus vous parler. À la fin, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris, on va revenir là-dessus. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les gestes qui sauvent lorsqu'un nourrisson de moins d'1 an s'étouffe. 3 situations sont possibles. Cas numéro 1. Le nourrisson respire encore. Surveillez-le et ne faites rien d'autre, car le mécanisme naturel d'évacuation est plus efficace que les gestes de secours. Cas numéro 2. Le nourrisson ne respire plus, mais est toujours conscient. Réalisez 5 tapes dans le dos. Maintenez sa tête avec les doigts de part et d'autre de sa bouche, sans appuyer sur sa gorge. Couchez-le sur votre avant-bras, tête plus basse que le thorax. Donnez les 5 tapes entre les 2 omoplates avec le plat de votre main. Si c'est inefficace, alternez avec 5 compressions thoraciques. Retournez-le. Placez votre avant-bras contre son dos, la main tenant sa tête. Sa tête doit être plus basse que le corps. Placez 2 doigts au milieu du thorax. Comprimez 1/3 de la profondeur thoracique. Répétez ces compressions jusqu'à 5 fois. Voilà en ce qui concerne la vidéo. Et du coup, c'est très important par rapport à leur corps et leur fragilité de ne pas faire pour les adultes, à savoir le point lié. Pour les bébés, c'est juste 2 doigts, on doit appuyer au milieu des 2 tétons. D'accord? Maintenant, on va parler de la perte de connaissance. Alors, perte de connaissance, c'est une coupure avec le monde extérieur. Ça peut être bref ou prolongé. Et il faut savoir que ça peut arriver très souvent. Et notamment, l'un des causes les plus fréquentes, c'est l'émotion. Et chez nous, dans notre communauté, l'émotion, c'est qu'on place vraiment une place très très importante en ce qui concerne l'émotion. Même lors des malaises, il peut arriver que des personnes font un malaise, ou peu importe. Les malaises, c'est très fréquent. Donc, c'est très important de savoir les bons gestes à réaliser. Donc voilà les causes malaise vagal. Je vais vous expliquer tout à l'heure c'est quoi, parce que c'est de ça dont je parlais. Ça peut être l'hypoglycémie, donc le manque de sucre dans le sang. Ça, c'est pour les personnes diabétiques. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. Ça peut être aussi au niveau d'un problème cardiaque qui peut mener notamment à un arrêt cardiaque. Et il peut y avoir des facteurs neurologiques, c'est-à-dire qu'un AVC ou alors une crise d'épilepsie, je ne veux pas trop m'attarder. Si on a le temps à la fin, on va revenir là-dessus. Okay. Et intoxication médicamenteuse, ça aussi c'est très important. Ici à Madagascar, on n'a pas trop de connaissances sur les effets indésirables des médicaments. Il peut y avoir des médicaments pour le sommeil, des somnifères ou d'autres médicaments. On n'a pas la notion de la dose maximale en une journée. Il peut arriver qu'on ait parfois en overdose, et ce qui fait qu'on a des troubles de connaissance. Et dernièrement, ça peut être un traumatisme crânien, une personne qui tombe et qui va perdre connaissance. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, malaise vagal, cette vidéo va vous expliquer c'est quoi un malaise vagal, les causes et ce qu'il faut réaliser. Le malaise vagal désigne un étourdissement pouvant aller jusqu'à l'évanouissement. Il est lié au nerf vague qui va de l'estomac au cerveau en passant par le cœur. Lorsqu'il est trop stimulé, la fréquence cardiaque ralentit, la tension artérielle chute, provoquant une mauvaise oxygénation du cerveau. Ce type de malaise est assez fréquent et n'a rien d'alarmant. Il dure généralement quelques secondes et la victime reprend connaissance spontanément.
La personne peut ressentir plusieurs symptômes lors d'un malaise vagal. Des vertiges, des sueurs froides, des nausées, une vision floue, des acouphènes. Les causes d'un malaise vagal sont en général un choc émotionnel, une forte chaleur, un stress important, une grande fatigue. Comment réagir face à une personne souffrant d'un malaise vagal? Laissez-la allongée sur le sol. Surélever ses jambes à l'aide d'une chaise ou d'un tabouret par exemple. Restez auprès d'elle jusqu'à son réveil. Hydratez-la après le choc. En cas de malaise vagal, il est en général inutile de prévenir les secours. Néanmoins, si la victime tarde de reprendre connaissance, souffre de diabète ou d'une pathologie cardiaque, appelez les urgences en composant le 15 pour le SAMU ou le 18 pour les pompiers. Donc voilà, l'une des principales gestes qu'on pouvait faire, c'était de mettre les gens en hauteur. En fait, l'intérêt, c'est de favoriser le reflux du sang vers le cœur pour permettre de concentrer tout l'oxygène au niveau du cerveau. Et ça va permettre de réoxygéner le cerveau. Toujours question de gravitation. Là, je suis debout, en fait, le sang qui est au niveau de mes jambes auront du mal à remonter. Par contre, si je m'assois et je mets les jambes surélevées, avec la gravitation, ça va être plus facile pour le sang de retourner vers le cœur. Donc, l'objectif, en fait, à chaque fois qu'il y a un malaise ou quoi qu'il en soit, c'est toujours favoriser l'oxygénation du cerveau. Plus le cerveau va manquer d'oxygène, plus on va se sentir mal, faible, nauséeux, ou on aura des sensations de vertige. Alors, c'est quoi en fait les risques lorsqu'on perd connaissance? Alors, lorsqu'une personne perd connaissance et est allongée, l'un des risques en fait, c'est que la langue, comme j'ai dit au tout début de la présentation, la langue va aller vers l'arrière. Et en fait, quand la langue va vers l'arrière, ça va obstruer les voies aériennes. Ça veut dire que la langue va bloquer le passage d'oxygène vers les poumons. Et ça, c'est un problème. Si l'oxygène ne rentre pas dans les poumons, là, la complication, ça peut être l'arrêt cardiaque. Également, l'un des problèmes lorsqu'on est inconscient allongé sur le dos, c'est que si la victime vomit, elle va inhaler son vomi. Si la personne inhale le vomi, elle va faire des infections, elle va bloquer encore une fois la trachée, donc la respiration. Donc, ça va créer des problèmes. Mais que faire alors? Donc, une chose qui est très importante, une personne qui est inconsciente mais qui respire, il ne faut jamais le laisser sur le dos. Et c'est là où on va parler de la position latérale de sécurité. Alors, on parle de perte de connaissance. Mais comment évaluer la connaissance? Donc, la première chose à faire quand vous voyez une personne qui est allongée par terre ou qui vous semble inconscient, c'est vraiment de stimuler. Il y a la stimulation verbale, c'est-à-dire de parler fort. Vous dites, Ken, c'est ça, c'est un ça va. Il faut vraiment la stimuler verbalement. Et après, il faut la stimuler avec de la douleur ou alors avec la motricité, c'est-à-dire appuyer ses deux mains et vraiment l'inciter à vraiment la stimuler en appuyant les deux mains et dire, si vous m'entendez, serrez-moi la main. Et là, si vous voyez qu'il n'y a aucune réaction par rapport à la réponse verbale ni motrice, à ce moment-là, on va dire que la personne est inconsciente. Okay. Et donc, c'est quoi la conduite à tenir? Là, vous appelez, vous stimulez, la personne ne vous répond pas. Donc là, il faut maintenant évaluer la respiration. Parce que si la personne respire, on va mettre, comme tout à l'heure, la position latérale de sécurité. Mais si la personne ne respire pas, là, ça veut dire que la personne est en arrêt cardiaque. Okay. Comment évaluer la respiration? Une personne qui va être sur le dos, première chose qu'il faut faire, c'est libérer les voies aériennes. Quand la personne est allongée comme ça, vous voyez, la langue, elle va bloquer la trachée. Là, c'est la langue, elle bloque. Et si vous pouvez voir l'espace bleu, c'est là où l'oxygène va passer. Okay. Mais quand la personne est allongée vraiment sur le dos, on voit que l'oxygène ne passe pas. Donc, pour apprécier la respiration, ce qu'il faut faire, en fait, il faut lever le menton vers le haut. Ça va libérer les voies aériennes, comme ça. Et après, à ce moment-là, il faut écouter. Mais il ne faut pas oublier que si la personne porte une cravate, et notamment chez nous, le bol d'eau, ça peut être quelque chose qui peut être un frein dans la respiration. Bol d'eau et aussi la ceinture. Parce que le diaphragme se situe à ce niveau-là. Donc quand on respire, les muscles vont se contracter. Et s'il y a quelque chose qui sert au niveau du pouls, ça peut impacter au niveau de la respiration et pareillement au niveau de la ceinture. Donc il faut défaire la ceinture, enlever tout ce qui gêne. Et là, on va apprécier la respiration. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la personne est allongée. On va mettre l'oreille au niveau de sa bouche et on va regarder son ventre. Donc on met l'oreille au niveau de la bouche
Ça, c'est pour si jamais la personne va respirer, on va directement entendre la respiration ou le souffle au niveau de notre joue. Et on regarde au niveau du ventre s'il y a des surélèvements. Okay, et ça, on va regarder pendant 10 secondes. Et c'est une fois cette étape-là qu'on voit qu'il n'y a pas de respiration qu'on peut dire que la personne est en arrêt. Donc, on va voir l'arrêt tout à l'heure, mais avant ça, on avait parlé de la position latérale de sécurité. En fait, l'intérêt de cette position-là, c'est que en mettant le patient sur le côté, la langue va aller sur le côté. Donc, elle ne va pas bloquer la respiration. Mais également, si la personne vomit, ça ne va pas rentrer à l'intérieur, ça va sortir sur le côté. Donc, c'est vraiment l'intérêt de la manœuvre qu'on fait pour le PLS. J'aurais aimé vous montrer comment le faire, mais je pense qu'on ne pourra pas voir, les personnes qui sont derrière ne pourront pas voir. Mais en gros, quand on met sur le côté, il faut mettre une main au-dessous de la tête pour protéger la tête et mettre sur le côté. L'intérêt de mettre la jambe pliée, c'est de maintenir la position en fait. C'est quand vous dormez comme ça sur le côté, vous allez perdre l'équilibre, vous allez retourner sur le ventre. Donc l'intérêt de plier la jambe, en fait, c'est juste de garder cette position. Donc là, il y a une animation qui va vous montrer que faire pour une personne, pour retrouver une personne qui a perdu connaissance, et également la manœuvre du PLS. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à porter secours à une personne qui perd connaissance. Pour savoir si elle est consciente, demandez-lui comment elle va et secouez doucement ses épaules. Si elle ne réagit pas et si vous êtes seul, appelez à l'aide. Allongez-la sur le dos. Vérifiez la respiration en plaçant une main sur le front de la victime et positionnez les doigts de l'autre main sous la pointe de son menton. Basculez prudemment sa tête en arrière et soulevez son menton pour dégager les voies aériennes. En approchant votre oreille de sa bouche pendant 10 secondes, essayez d'entendre et de sentir le souffle de sa respiration et vérifiez que la poitrine se soulève. Adoptez les bons gestes en fonction de l'état de la victime. Si elle respire, installez-la en position latérale de sécurité. Alertez le service d'urgence, couvrez-la et surveillez-la jusqu'à l'arrivée des secours. Si elle ne respire pas, alertez ou faites alerter le service d'urgence. Donc maintenant, si la personne ne respire pas, c'est là qu'on va parler d'arrêt cardiaque. Et c'est là où on va aussi parler du massage cardiaque. Il faut savoir que dès qu'une personne fait un arrêt cardiaque, la prise en charge elle va être immédiate. Elle doit être immédiate parce que chaque seconde, chaque minute est comptée. Plus on retarde dans la prise en charge, plus il y aura des lésions neurologiques. Donc c'est dans la suite, hein, on évalue d'abord la tension, puis la respiration, et à ce moment-là, s'il n'y a pas de respiration, on regarde le pouls, on met le doigt au niveau de la carotide, on essaie de sentir le pouls, s'il n'y a pas le pouls, la personne est en arrêt. Du coup, réaliser un massage cardiaque, il y a une seule manière en fait. Et il faut que ça soit efficace. Parce que si ce n'est pas efficace, ça ne sert à rien de masser. Parce que le massage cardiaque, ça va être le remplacement du battement de cœur. Et quand on va masser une personne, ça va uniquement oxygéner le cerveau. Le reste des organes, ça va aller en mode veille. En fait, l'important, c'est de sauver le cerveau. Si on arrive à sauver le cerveau pourra assurer le reste. Okay. Donc, il y a vraiment une manière de réaliser les gestes de compression. On va voir la vidéo et après, je pense qu'on va passer aux questions. Et dans la manière dont vous l'avez compris, je vais vous expliquer comment faire exactement les bons gestes de massage cardiaque. Comme vous pouvez voir ici, juste, vous voyez, le principe c'est de mettre les paumes de la main au milieu du sternum, au milieu de la poitrine, donc on dit le sternum,
Et ne pas fléchir surtout les deux coudes pour avoir assez de force. Et à ce moment-là, commencer le massage cardiaque. Et le rythme environ, c'est 100 compressions tous les minutes. 100 compressions tous les minutes. Et tous les 30 compressions, il faut faire des insufflations, c'est-à-dire du bouche à bouche. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser une réanimation cardio-pulmonaire en cas d'arrêt cardiaque chez un adulte. Si une personne perd connaissance, appelez à l'aide si vous êtes seul. Allongez-la sur le dos. Vérifiez la respiration en plaçant une main sur le front de la victime et positionnez les doigts de l'autre main sous la pointe de son menton. Basculez prudemment sa tête en arrière et soulevez son menton pour dégager les voies aériennes. Si vous ne voyez pas de mouvement respiratoire, vous n'entendez rien, vous ne sentez pas d'air sur votre joue, alors la victime ne respire pas. Alertez le service d'urgence et seulement s'il est à proximité, allez chercher un défibrillateur. Si des témoins sont présents, demandez-leur de le faire. En l'absence d'un défibrillateur ou en attendant qu'un témoin vous l'apporte, débutez une réanimation cardio-pulmonaire. Pour cela, placez le talon de l'une de vos mains au milieu de la poitrine nue de la victime. Posez votre autre main sur la première en entrelaçant éventuellement vos doigts. Positionnez-vous au-dessus de la poitrine de la victime avec les bras bien droits. Comprimez 30 fois le thorax avec une profondeur d'environ 5 à 6 cm. Gardez un rythme de 2 compressions par seconde. Alternez ainsi des séries de 30 compressions avec 2 insufflations si vous savez le faire. Sinon, effectuez uniquement des compressions thoraciques. Si vous effectuez un bouche à bouche, n'oubliez pas de rebasculer en arrière la tête avant les insufflations et assurez-vous que la poitrine se gonfle. Continuez la réanimation sans interruption jusqu'à ce que la victime commence à respirer normalement, ou que le service d'urgence arrive, ou que le défibrillateur soit mis en place. Du coup, voilà, 30 compressions, la main à plat, voire relevée, profondeur de 5 cm, c'est-à-dire qu'il faut aller fort. Il m'est arrivé de masser un patient, pour être efficace, je vais casser les côtes du patient. Parce que pour être efficace, il faut vraiment aller fort et l'objectif étant d'oxygéner le cerveau. Donc il ne faut pas hésiter, il y a mieux avoir un patient qui est vivant et avoir les côtes cassées que de pas vivant. Du coup, c'est vraiment être efficace et bien faire des compressions thoraciques. Ici, vous avez un graphique qui montre en fait l'importance que le geste soit immédiat. Plus on va retarder dans la prise en charge, plus le cerveau va prendre un coup. Ici, on peut voir en fait, là c'est le temps, et là c'est le pourcentage du dégât au niveau du cerveau. Déjà, on est ici environ à 3 minutes. Si on prend du temps à débuter le massage cardiaque, de 3 minutes, le cerveau va déjà perdre 75% de sa capacité. Et figurez-vous qu'au bout de 6 minutes, 8 minutes, on est déjà à quasi 10%. Et en termes de statistiques, si on réalise des gestes de premier secours convenablement et que les médecins arrivent à temps, la chance de survie est entre 14 et 20%, si c'est fait correctement. Et plus on retarde, plus ça va baisser, et plus les compressions vont être inefficaces, plus le cerveau du patient va prendre un. Donc voilà la présentation dans sa globalité. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, si vous avez des questions, oui. Premièrement, pourquoi croiser les bras comme ça? Deuxièmement, pour la bouche à bouche, est-ce qu'on insuffle de l'air ou on respire de l'air? Donc deux choses.
En fait, quand on fléchit les deux bras, c'est au niveau du paume de la main qu'on va avoir de la force. Donc là, je suis debout, je fais comme ça. En fait, c'est mes talons qui me tiennent. Là, mes pointes de pied, ça va rien en fait quand je fais comme ça. C'est exactement pareil. Quand on est sur le patient comme ça, les épaules qui sont bien au-dessus, et en fait, la force, elle va arriver au niveau de la paume de la main. Et l'intérêt d'avoir une paume au-dessus de l'autre, c'est d'avoir le maximum de force. Parce que je vous assure que quand vous massez un patient, au bout d'une minute, 2 minutes, vous êtes à sec. Les années cardiaques dans le service, notamment pendant la période Covid, tellement, on était 3 soignants à se relayer, à masser pendant 30-45 minutes. Et là, je vous assure qu'en plus d'une minute, 2 minutes, vous sentez les coups. C'est vraiment très très difficile. Donc en fait, il faut être efficace. La posture, elle compte énormément. Plus vous êtes bien positionné, plus ça va être efficace et plus vous allez être moins fatigué. Première chose. Concernant le bouche à bouche, d'abord, libérer les voies aériennes. Donc vraiment mettre la tête en arrière. Et il faut boucher le nez, parce que si vous mettez dans la bouche, ça va sortir au niveau du nez, ça ne va même pas arriver au niveau du poumon. Donc vraiment, libérer les voies aériennes, boucher le nez. Et une chose qui est très importante dans votre question, c'est de respirer et de mettre l'oxygène que vous allez expirer dans la bouche du patient. Et une des manières d'évaluer l'efficacité, c'est de voir le thorax gonfler, comme s'il respirait. Sachant que nous, quand on respire, il y a 23, on va consommer de l'oxygène, mais dans l'expiration, il y aura une partie d'oxygène. C'est ça qu'on va donner aux patients. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, sur le oui. Du coup, on fait la même chose quand il y a une arrêt cardiaque pour les cas de Covid? Ouais. Oui, Covid, on fait aussi exactement la même chose. Mais pour les bouche à bouche, on ne le fait pas parce qu'il y a un risque de contamination qui est très élevé. Quand c'est à l'extérieur, on fait juste le massage cardiaque. Quand c'est dans un milieu hospitalier, il existe un matériel qui s'appelle le BAVU. Le BAVU, c'est on met au niveau de la bouche et il y a de l'oxygène et on appuie dessus et en fait ça fait la fonction qu'on fait d'insufflation. Donc c'est ce qu'on fait quand on est dans un milieu hospitalier. Il y a un cas qui s'est passé ici à la mosquée, par exemple, dans la salle de conférence. Un jeune était tombé et il était inconscient. Et entre jeunes, personne n'a su quoi faire. Il y a un qui a commencé à le gifler. Et lorsqu'on l'a giflé, il était devenu déjà presque bleu. C'est là qu'il s'est réveillé. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est d'abord savoir la cause. C'est quoi la cause de l'arrêt? Il peut y avoir plusieurs causes. Très généralement, c'est un arrêt cardiaque. Quand on parle d'arrêt cardiaque, c'est qu'il y a un caillot qui gêne au niveau du cœur. Moi, par exemple, ça m'est arrivé aussi, j'avais un patient, lorsque j'étais en réanimation, le patient a pris son scopé. Du coup, un patient scopé, c'est-à-dire qu'on a en permanence sa tension artérielle. On voit que quand un patient fait un arrêt, on voit que la tension baisse d'un coup. Il passe de 12 de tension à 6,4. Et à ce moment-là, je suis rentré dans la chambre et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné deux coups de poing au niveau du sternum. J'ai donné 2 coups de poing et directement il est reparti. En fait, des fois, en donnant des coups de poing, pas abuser non plus, mais que ça soit efficace, en fait, le coup de poing sternum, ça s'appelle, vous pouvez vérifier sur internet, ça s'appelle le coup de poing rétro-sternal. C'est au niveau ici et ici. Donner 2 coups de poing, ça permet soit de mobiliser le caillot qui est au niveau du cœur, ou alors de stimuler le cœur, c'est comme un peu quand on choque. Et du coup, le fait de choquer et donner des impacts, avec la pression qu'il y aura, ça peut faire repartir le cœur. Sachant que le cœur, il bat automatiquement. Et des fois, quand il est malade, il oublie de battre en fait. Et là, il fait un arrêt. Des fois, quand on tape, notamment, il y a une maladie qu'on appelle la réphase, c'est la fibrillation auriculaire. Ça veut dire que le cœur, il bat anarchiquement. C'est pas comme ça, c'est anarchique, c'est en fait, il a perdu complètement le rythme. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On choque le cœur. On donne un point de départ, il va repartir normalement. Et des fois, le cœur, il s'emballe à cause d'une maladie ou d'autres facteurs. Et le fait de le stimuler d'un coup, ça va permettre au cœur de redonner un rythme et de repartir. Oui. Pour la position latérale, Oui. on allonge sur la droite, la gauche, ça change rien. Ça change rien. Le fait que le cœur soit à gauche, il n'y a pas de différence. Ça change rien. Après, en termes toujours de gravitation, c'est une très bonne question. C'est mieux de favoriser le côté droit parce que le cœur il monte à gauche
par exemple la personne qui est inconsciente a des problèmes cardiaques et que vous êtes au courant, c'est mieux de le mettre à gauche. Parce que sinon, le fait de mettre à gauche, non à droite du coup je ne me trompe pas, si on met à gauche, le cœur va être comprimé par la partie droite. Donc c'est mieux de favoriser la partie droite pour que la partie gauche soit vers le haut. Oui. Pourquoi il y a des risques d'évanouissement pour les crises d'hypoglycémie? En fait, le sucre, en fait, sa question, c'est pourquoi il y a un risque d'évanouissement lors des hypoglycémies. En fait, le sucre, c'est le principal, essence de notre cœur, de notre corps. Quand on a moins de sucre, on se sent faible. Des fois, en fait, avec le galactose, il y a des moments de la journée où on a un coup de barre. On a un coup de barre et certainement, on est en train de faire une hypoglycémie. Et qu'est-ce que fait le corps à ce moment-là? C'est vraiment avoir bien fait les choses, en fait, c'est qu'il va puiser les réserves de notre corps. Il va chercher où est-ce que le corps a stocké du sucre, il va consommer là-dedans et on va reprendre de l'énergie. Okay, donc, quand le corps va manquer de l'énergie, donc du sucre, et s'il n'y a pas assez de stockage, ou ça vient brutalement, il y a des chances que la tête elle tourne et on perd connaissance. Et ça existe également les comas hypoglycémiques. Coma hypoglycémique, ça veut dire que le corps manque tellement de sucre qu'il n'y a pas dans les réserves que la personne va s'évanouir. Quand il va s'évanouir, il va respirer moins bien. Et quand il respire moins bien, l'oxygène va manquer, il va rentrer en coma. Coma, ça veut tout simplement dire état d'inconscience. Est-ce que vous avez d'autres questions, notamment les gestes qu'on fait aux nourrissons, aux bébés, ou peu importe, même chez les femmes? N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui. Pour les enfants, en fait, c'est bien séparé. Alors la question était, est-ce que pour un enfant, on fait la méthode de l'adulte ou du nourrisson? En fait, la méthode de l'adulte, ça débute au bout de 1 an. C'est vraiment, en fait, c'est au niveau de la population. 1 an, après 1 an, on fait la méthode de l'adulte. Mais il faut toujours adapter ces gestes par rapport au corps du patient. Okay, vous n'allez pas frapper le dos d'un adulte de 45 ans qu'un enfant de 5 ans, par exemple. Mais le geste reste la même chose. Après, il faut s'adapter. Par exemple, moi, je suis plutôt petit, par exemple, si c'est chez Gareth, moi, je ne pourrais pas le faire. Donc, il faut s'adapter. Je me mets sur une chaise, je me mets en hauteur pour que j'ai assez de niveau et je me mets en hauteur pour pouvoir réaliser le geste. Par conséquent, si c'est un enfant, je me mets à genoux. Donc, il faut s'adapter pour que le geste soit le plus efficace possible. Oui. Et pour la réanimation cardiaque d'un nourrisson, c'est la même chose? Alors, très bonne question. J'avais dans la vidéo, mais on avait coupé. Pour un nourrisson, c'est le même geste que l'adulte, mais au niveau de la compression thoracique, c'est 2 doigts. 2 doigts et au milieu des 2 tétons. C'est 2 doigts. On fait les compressions 30 fois et pareil, bouche à bouche au bout de 30 fois. Et c'est la même chose, mais 2 doigts au niveau du sternum. Oui. Vous dites qu'il faut alterner les bouches à bouche. Et si on ne sait pas le faire, en fait, c'est quoi la différence entre maintenir la pression avec les battements et le bouche à bouche? Est-ce qu'il y a une différence minime? Alors, en fait, là, nous, normalement, là, devant vous, il y a 3 fonctions qui me permettent de rester en vie. Il y a la fonction neurologique, il y a la fonction respiratoire et il y a la fonction circulatoire. Neurologique, parce que je suis conscient, je vous parle, mon cerveau est oxygéné. Il y a la fonction respiratoire. Donc, mon fonction, je respire, la respiration, l'oxygène arrive au niveau de mes organes. Et la fonction circulatoire, c'est-à-dire que mon cœur bat pour faire parvenir cet oxygène. Quand on va masser, on va assurer 2 fonctions. La fonction respiratoire et la fonction circulatoire. Donc, les compressions thoraciques auront pour objectif de remplacer les battements cardiaques. Et les insufflations auront pour objectif de donner l'oxygène au poumon. Donc, on va assurer ces 2. Sachant aussi qu'on peut assurer les 2, la fonction neurologique peut revenir parce que la fonction neurologique a disparu, entre guillemets, parce qu'il a manqué d'oxygène. Concernant le temps est déjà fini, juste une question. Concernant l'apnée,
Alors, l'apnée, il y a deux, l'apnée volontaire et involontaire. Quand on rentre dans la piscine et qu'on bloque notre respiration, ça s'appelle de l'apnée. Mais à savoir que les poumons, il y a une partie réserve d'environ 6 litres de capacité pulmonaire. Parmi 2,5 litres, c'est la capacité de réserve. C'est-à-dire que là, si je coupe ma respiration, je vais puiser dans mes réserves. Notamment chez les patients Covid, ils n'ont pas de réserve. Lorsqu'ils montent les escaliers, ils sont très essoufflés parce qu'ils n'ont pas de réserve. Et donc, par exemple, un patient Covid, il faut plus dans l'eau, il va se faire. Donc ça, c'est l'apnée qui est volontaire pour appuyer dans la réserve. Et après, il y a l'apnée pendant le sommeil. Ça aussi, il faut bien surveiller parce que pendant le sommeil, une personne peut couper sa respiration et ça peut impacter du coup les organes. Et du coup, comme là c'est décalé, en fait là c'est vraiment une première approche concernant les premiers les soins de base. Et ces gestes sont parfois complexes, il faut les pratiquer. Il faut les pratiquer, il faut voir, il faut comprendre le mécanisme. Là, c'est présenté très rapidement. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on peut faire une sorte de séminaire avec des ateliers pour montrer comment réaliser les bons gestes et expliquer d'autres soins d'urgence. Par exemple, on a mis le nez qui saigne, ou alors il y a d'autres. C'est la nuit. Il y a un appareil qui existe qui vous permet de reprendre le souffle quand votre corps ne pas la respiration. La ventoline, c'est pour les branches. Mais pour le sommeil, il y a vraiment un appareil que vous mettez avec la chérie 3 stage, qui avec la machine de fait pour. Ça s'appelle la mixta. Ça dure à peu près 10 à 20 secondes. Après, le temps s'adapte, on utilise la réserve à ce moment-là. Je voudrais vous remercier de votre attention. Ça doit être